On a perdu. Malheureusement, ce qu'on avait évoqué il y a environ 6 mois, c'est plus ou moins produit. C'est-à-dire que la gauche a perdu, alors même qu'il y avait des signaux forts qui étaient plutôt en sa faveur. Première chose, des sondages ont confirmé ce qu'on avait dit, les Français sont plutôt de gauche, c'est pas devenu des gros libéraux. Par exemple, on a ce sondage Harris Interactive qui montre que 80% des Français seraient favorables pour interdire les licenciements économiques aux entreprises qui touchent des aides de l'État ou qui versent des dividendes. Plus de 80% sont pour le SMIC à 1400 € net. Et 75 sont pour la retraite à 60 ans et pour la limitation des hauts salaires, ou encore pour limiter l'héritage à 12 millions d'euros, pour une 6e semaine de congés payés, ou encore pour recruter 1 million de fonctionnaires en plus. Deuxième chose, on a un Macron qui est détesté par la population, si bien qu'on a des sondages qui nous disent que les gens sont plus prêts à faire barrage contre Macron que contre Le Pen. Alors même que Le Pen, elle n'est pas forcément appréciée non plus, donc ça fait tout un tas de Français qui sont prêts à faire barrage à la fois à Macron et à Le Pen, et donc potentiellement à faire un vote utile à gauche, comme moi j'ai pu le faire par exemple, alors que je ne suis pas vraiment sur la ligne de la France Insoumise. Et puis la troisième chose, c'est qu'on avait la chance d'avoir 2 candidats d'extrême droite avec Éric Zemmour, et donc ça divisait les voix d'extrême droite, parce que si Marine Le Pen avait été à 31%, ce qui fait l'ensemble des voix d'extrême droite, c'était impossible d'aller la chercher, alors que là, avec 2 candidats, on avait quand même plus de chance, et Jean-Luc Mélenchon n'est pas passé loin. Bref, sur le papier, on avait des conditions qui nous permettaient d'espérer. Pourtant, même avec un Jean-Luc Mélenchon qui est une bête de campagne, la gauche n'a rien pu faire. Comment c'est possible? Comment, après 5 ans d'ultralibéralisme autoritaire de Macron, alors que 70% des gens veulent le virer, la gauche n'arrive pas à accéder au second tour? Pour certains, c'est à cause du vote utile. Et c'est vrai que sur la colère, on aurait bien envie de donner quelques pourcentages de Hidalgo, Jadot ou Roussel à Mélenchon pour qu'il puisse passer au second tour. Pourtant, si on en croit les premières estimations, Mélenchon a été de très loin celui qui a le plus bénéficié du vote utile. En effet, il serait passé d'environ 11% de vote d'adhésion à 22% avec le vote utile. Pour comparaison, en 2017, il avait environ 16,2% de vote d'adhésion et il avait fini avec 19,6% avec le vote utile. On peut donc dire que les épouvantails Le Pen et Macron ont fait effet comme prévu et que malgré ça, Mélenchon n'a pas réussi à atteindre le second tour. D'autant que si on veut être sérieux, Le Pen aussi avait beaucoup de réserves de voix, notamment chez Éric Zemmour. Et on peut imaginer que si Jadot ou Roussel avaient abandonné en faveur de Jean-Luc Mélenchon, le score de Marine Le Pen aurait augmenté en conséquence. Bref, l'argument du vote utile, il semble assez idéaliste, parce qu'au fond, Jean-Luc Mélenchon a déjà bénéficié d'un gros vote utile, et on ne voit pas pourquoi il aurait bénéficié d'un plus gros vote utile que ça, sans faire augmenter les autres votes utiles. Il n'y a pas de raison que Jean-Luc Mélenchon ait 75% de vote utile et que Marine Le Pen elle reste à 35%. Se concentrer sur ça, je trouve que ça divise la gauche entre ceux qui auraient bien voté et ceux qui ont mal voté, comme si c'était la faute de celui qui a voté Roussel, Jadot ou Hidalgo si la gauche n'est pas passée. Et ça nous empêche de voir ce qui semble important dans cette élection, c'est que l'extrême droite fait le même score que la gauche. Si on considère que l'ultralibéral autoritaire Macron, qui a mis un ancien de l'Action française au ministère de l'Intérieur, n'est pas aussi dans une forme d'extrême droite. Parce qu'au fond, si on se concentre sur le fait qu'il y a 32% des gens qui votent à gauche, avec là-dedans des gens qui votent Hidalgo et Jadot, donc qui pourraient peut-être être plus proches d'un Macron que d'un Mélenchon, on voit mal comment Mélenchon aurait pu gagner l'élection, quand bien même il serait allé au second tour. Et ça, au fond, ça semble beaucoup plus inquiétant que de savoir si le vote utile a été fait à 100% ou pas, et de savoir si un tel a bien voté ou a mal voté. Parce que dans le cas du vote utile, ça sert juste à rager sur cette élection-là en se disant qu'on aurait pu passer, qu'on n'est pas passé, mais en fait, quand on se rend compte de la faiblesse de la gauche actuelle, c'est hyper inquiétant pour la suite et ça nous permet de réfléchir sur la suite. Comment expliquer qu'après des décennies de casse sociale, la gauche soit dans un tel état? Qui est le responsable de tout ça? En d'autres termes, qui a tué la gauche? Évidemment, la réponse elle est plurifactorielle, c'est pour ça qu'on va faire une série de vidéos. Mais là, on va essayer de se concentrer sur ce qui me semble principal dans cette campagne électorale-là. Durant la campagne, on a pu assister au déchirement de l'ancien front de gauche entre le Parti communiste français et la France insoumise. Je précise juste que je suis ni adhérent à la France insoumise, ni adhérent au PCF, donc je vais me permettre de critiquer un peu les deux. Revenons sur les faits. En 2022, le Parti communiste français ne soutient pas Jean-Luc Mélenchon, qui s'est présenté unilatéralement seul un an auparavant. Ils vont présenter la candidature de Fabien Roussel. Fabien Roussel, il résume assez bien, je trouve, dans ce tweet, la position du Parti communiste français. En gros, en 2012 et 2017, ils ont soutenu Jean-Luc Mélenchon sans succès. Et donc là, ils sentent que ça va être pareil, donc ils présentent Fabien Roussel pour essayer soit de créer la surprise, soit au moins de donner un renouveau au PCF. En plus de ça, dans ce tweet et tout au long de la campagne, Roussel pointe une différence de ligne avec la France insoumise. C'est-à-dire que à partir de 2017, la France insoumise, elle va changer de ligne. Des fois, on abuse un peu, elle ne change pas non plus complètement de ligne, mais c'est vrai que la France insoumise, qui était
issue du front de gauche, elle était assez jacobine, universaliste, souverainiste, avec des personnages comme Charlotte Girard, Georges Kuzmanovic, François Coq. Et tous ces cadres-là, ils vont être évincés de la France insoumise et la ligne va changer en faveur d'une ligne un petit peu plus à l'américaine, un peu plus communautariste, en faveur d'une ligne un peu plus eurocompatible. Ça va être l'abandon du plan B. Avant, la France insoumise était pour sortir de l'Union européenne si l'Union européenne ne se soumettait pas au choix des Français. Alors qu'à partir de cette ligne-là, il ne sera plus question de sortir de l'Union européenne. Il va y avoir une ligne qui va être moins universaliste, moins sur la laïcité, un petit peu plus communautariste, avec des figures comme Daniel Obono, comme Clémentine Autain ou comme Manon Aubry. Face à ça, Fabien Roussel va essayer de prendre le contre-pied de cette nouvelle ligne de la France insoumise, qui est la nouvelle ligne de la gauche radicale, en renouant avec des thématiques qui sont des thématiques historiques du Parti communiste français, et il cite dans son tweet la laïcité, le nucléaire, et ce qu'il appelle la sûreté publique, qui correspond plus ou moins à un euphémisme pour dire sécurité. Le but assumé du PCF, c'est d'aller chercher les voix des abstentionnistes, de ceux qui sont partis à gauche, parfois même à l'extrême droite. Parce que si la gauche fait aujourd'hui 32% des voix, alors qu'elle faisait 46% il y a 20 ans, c'est bien que ces voix sont parties quelque part. Et quand on regarde les votes par catégorie socio-professionnelle, on se rend compte que l'électorat entre guillemets naturel de la gauche, c'est-à-dire les ouvriers et les employés, ils votent majoritairement pour Marine Le Pen et pas pour Jean-Luc Mélenchon. Là où Jean-Luc Mélenchon est plus fort sur les jeunes diplômés à faible revenu. Ça veut bien dire que ce que propose la gauche ne correspond pas à tous les électeurs qu'elle pourrait toucher, mais qu'à une partie des électeurs, et donc il y a un créneau, et c'est ce créneau que le PCF va essayer de prendre. Alors évidemment, cette candidature PCF sur ces thèmes à gauche, ça n'a pas plu à tout le monde. Et pour une phrase un peu banale, à l'heure où 8 millions de Français ont recours à l'aide alimentaire, un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française, mais pour y avoir accès à cette bonne gastronomie, il faut y avoir des moyens. Et donc le meilleur moyen de défendre le bon vin, la bonne gastronomie, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès. Une phrase certes un peu franchouillarde, mais que Mélenchon aurait très bien pu prononcer il y a moins de 10 ans, lui qui faisait en 2014 du vin un enjeu civilisationnel. Qu'est-ce que ceci, messieurs, dames, à votre avis? C'est du vin, appellation contrôlée Languedoc. Rabelais disait, le vin, il n'y a rien de plus civilisé. Pasteur, qui exagérait un peu, disait, il y a plus de civilisation dans une bouteille de vin que dans 1000 livres. Je le crois. Roussel a eu le droit à ça. Il est suprémaciste blanc, il s'est entouré de gens qui sont proches, pour certains, du CRIF. Comme ça, c'est pas moi qui le dis. Quand Roussel parle de viande, on sait que derrière, il va parler de porc. Roussel, il est profondément... Il est raciste. C'est assez étonnant de voir qu'en 10 ans, revendiquer le droit à la gastronomie française, voire revendiquer la gastronomie française en tant que patrimoine culturel tout court, c'est devenu tabou à gauche. J'aimerais bien voir les réactions des nouveaux soutiens de Jean-Luc Mélenchon à son discours de 2014 sur le vin, par exemple. On aurait très probablement le droit à des procès d'intention du type le vin, ça stigmatise les gens qui ne peuvent pas en boire, comme les femmes enceintes ou les musulmans. À ce moment-là, on peut dire que promouvoir la pratique du foot, ça stigmatise les handicapés. J'ai pris cet exemple parce qu'il a malheureusement marqué la campagne 2022, et c'est à la fois dommage parce que bon, les arguments autour de ce débat étaient pas dingues. Fini les panisses à Marseille, fini les frites dans le Nord, terminé. Mais on va manger quoi? Du tofu et du soja? Enfin... Et le plat le préféré des Français, c'est le couscous. Je suis très intelligent. Bien manger, c'est aussi manger des raclettes qui sont suisses, des pizzas qui sont italiennes, des sushis qui sont japonais. Mais c'est aussi très intéressant parce que le rejet épidermique d'un sujet assez banal, c'est symptomatique de la manière dont la gauche s'est refermée petit à petit et s'est coupée d'une partie de la population. Le raisonnement derrière cette attitude un peu sectaire, c'est de dire qu'au fond, il y aurait des thèmes de droite, par exemple la sécurité ou la nation, et puis des thèmes de gauche comme l'écologie ou le travail, et qu'on ne devrait pas parler des thèmes de droite quand on est de gauche. C'est explicitement ce qui a été reproché à Fabien Roussel. L'image qu'il a utilisée, donc cette image du saucisson, de la viande, il a dit la viande pour pas dire le saucisson, mais le vin et toute la clique, c'est une image qui n'est pas anodine du tout, qui est déjà utilisée par l'extrême droite depuis un moment, donc il savait très bien ce qu'il faisait en utilisant cette image-là. Il a voulu en fait mobiliser des thèmes qui appartiennent à l'extrême droite et ça s'inscrit dans une continuité de ce que fait la ligne, les dirigeants du PCF. Quand on pousse cette logique à son terme, on arrive à une autre position qui est emblématique du renfermement sur soi de cette gauche, c'est le refus du débat. Parce que quand on pense qu'il y a des thèmes de droite en soi et des thèmes de gauche en soi, eh ben on n'a aucun intérêt à débattre avec la droite quand on est de gauche, parce qu'on se dit que chacun parle de ses thèmes, et donc on va pas se comprendre, et puis si on se met à parler du même thème,
Du thème de droite, par exemple, on a toutes les chances de perdre parce que c'est pas un thème de gauche. C'est l'avis, par exemple, d'Usul ou de la députée France Insoumise Danielle Obono quand on leur demande s'il faut ou non débattre avec l'extrême droite. En tout cas, bonsoir à tous. Merci à vous tous de me faire l'honneur de votre présence pour le débat de ce soir. Pourquoi il ne faut pas débattre avec l'extrême droite ? Et en fait, très vite, j'ai dit à mes équipes et à ma collègue qui s'occupait de ça que, en fait, faut demander systématiquement qui est sur le plateau. Et s'il y a ici, c'est en face à face avec l'extrême droite, j'y vais pas. Une des raisons pour laquelle je suis pas au pied à pied avec les fachos, tu vois, c'est que tout simplement, je veux pas qu'ils m'imposent leur thème, quoi. Parce que toi, en fait, du coup, t'es obligé de répondre sur leur thème. Ouais, mais ça me dérange pas nécessairement. Ouais, bah moi, j'ai pas le temps, j'ai d'autres thèmes. Je veux pas qu'ils maîtrisent mon agenda. Alors évidemment, ces positions ne sont pas partagées par toute la gauche, mais elles sont quand même bien ancrées. Et même quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon s'est vu reprendre par une partie de son camp et par les communistes quand il a accepté de débattre avec Éric Zemmour. Mais parce qu'on ne peut pas banaliser les idées d'extrême droite. Et moi, je n'aurais jamais... Mélenchon a banalisé l'extrême droite ? Je n'aurais jamais débattu avec Zemmour. Et ça a fait d'ailleurs son lancement de campagne. Pareil pour les streamers Dany et Raz qui se sont fait cancel du gros événement de streaming de la France Insoumise, notamment pour cette raison. Parmi les chefs d'accusation qu'on nous expliquait au téléphone, il y a qu'on débat avec l'extrême droite. Cette vision de la politique qui consiste au fond à ne parler qu'aux convaincus n'est pas particulièrement nouvelle, et c'est déjà elle que critiquait dès 1920 Lénine dans son opuscule « La maladie infantile du communisme, le gauchisme ». Alors soyons clairs, ici quand on parle de gauchisme, c'est pas une insulte comme c'est devenu actuellement, c'est vraiment un concept politique bien précis. Dans son texte, Lénine parle en fait de l'attitude de certains militants communistes qui se revendiquent plus à gauche que tout le monde et donc il appelle ça des gauchistes. S'il qualifie le gauchisme de maladie infantile, c'est pour appuyer sur le fait qu'il s'agit souvent de l'attitude de néo-militants qui se font de belles idées sur la révolution, mais qui n'ont pas l'expérience de l'organisation et des efforts que cela suppose. Le gauchisme apparaît alors comme une sorte de caprice juvénile, de penchant naturel du néo-militant qui l'amène par manque d'expérience et de compréhension du rapport de force concret à avoir une attitude dogmatique et idéaliste qui fait courir un risque à toutes les organisations révolutionnaires. Pour faire simple, cette attitude empêcherait le pragmatisme nécessaire à la réalité politique, au rapport de force politique, et donc empêcherait la révolution. C'est pourquoi Lénine entreprend de dédier un ouvrage à ce concept, non pas pour critiquer les gauchistes unilatéralement, il sait que c'est normal de penser comme ça au départ, d'idéaliser la révolution quand on n'a pas fait l'expérience de la dure réalité du monde politique. Et justement, il veut éviter aux militants d'aller dans une impasse et de militer pendant des années pour rien, voire par se faire massacrer, comme ça a pu être le cas dans de nombreuses organisations révolutionnaires de son époque. Il appelle donc à transformer l'état d'esprit gauchiste, c'est-à-dire un état d'esprit plein d'entrain mais brouillon et inefficace, en un mouvement révolutionnaire structuré et organisé. Il écrit ceci concernant une lettre de jeunes communistes anglais qu'il considère comme des gauchistes. Cette lettre à la rédaction traduit admirablement, à mon avis, l'état d'esprit et le point de vue des jeunes communistes ou des ouvriers de la masse qui commencent à peine à venir au communisme. Cet état d'esprit est réconfortant et précieux au plus haut point, il faut savoir l'apprécier et l'entretenir, car sans lui on désespérerait de la victoire de la révolution prolétarienne en Angleterre, comme du reste dans tout autre pays. Ceux qui savent exprimer, susciter dans les masses cet état d'esprit, qui très souvent sommeille, est inconscient, latent, il faut s'en montrer soucieux et leur prêter aide et attention. Mais il faut aussi leur dire ouvertement, sans équivoque, que cet état d'esprit à lui seul ne suffit pas à diriger les masses dans la grande lutte révolutionnaire, et que telle ou telle mesure que les hommes les plus dévoués à la cause révolutionnaire sont disposés à commettre ou commettent peuvent nuire à cette cause. La lettre adressée à la rédaction par le camarade Gallagher contient indéniablement en germe toutes les erreurs des communistes gauchistes d'Allemagne, et celles commises par les bolcheviks russes gauchistes en 1908 et 1918. Ce texte montre bien la bienveillance qu'il y a dans cette critique et ceux qui utilisent Lénine pour rejeter totalement des militants communistes de bonne foi sous prétexte qu'ils seraient gauchistes, ils n'ont rien compris à sa critique. Pour prendre un exemple concret, Usul c'est pas l'ennemi de la gauche. Pourtant il véhicule une idéologie qui participe à tuer toute possibilité d'avoir une gauche la plus large possible. Et ça on peut pas le taire si on veut avancer. Combien de gens vous avez dans votre entourage qui pourraient voter à gauche mais qui se disent que la gauche est des sectaires et puis du coup qui vont voter Marine Le Pen, il y en a plein des gens comme ça. Alors bien sûr, les médias, la droite aident aussi à faire passer la gauche pour des sectaires en mettant en avant ses pires éléments. Et c'est même la stratégie principale des youtubeurs comme le Raptor, Valek, Papacito et compagnie. On prend un exemple ultra ridicule d'un gauchiste et puis on fait comme si toute la gauche c'était ça. Mais le problème c'est qu'on peut pas dire que c'est la faute de la droite parce que ces gens-là ils existent à gauche, il y en a même pas mal, et on les tolère et on les met en avant. Quelqu'un comme Sandrine Rousseau, c'est quelqu'un pour qui les électeurs d'Europe Écologie Les Verts ont voté. C'est pas quelqu'un qui a été trouvé par Papacito sur une vidéo improbable sur Internet. Bref, pour comprendre ce que Lénine reproche précisément à cette attitude gauchiste, il faut qu'on revienne sur sa vision de la politique. Pour lui, la politique, c'est le monde des compromis. On ne fait jamais ce qu'on veut, on fait toujours au mieux avec ce que l'on a pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé.
Parfois, il faut faire 2 pas en arrière parce que c'est le meilleur choix. Parfois, il faut sauter une étape parce qu'on pense que c'est le meilleur choix aussi. Mais il faut toujours s'adapter à la situation concrète. Et pour s'adapter à cette situation, il faut évidemment l'analyser en amont et la contextualiser. Dans tous les cas, il faut garder en tête que la réalité n'est pas le monde parfait des idées et que même si on voudrait que ça se passe comme ça se passera comme ça que s'il y a les conditions matérielles pour que ça se passe comme ça. Donc vouloir trouver une solution à un problème qui resterait vrai dans toutes les situations, en fait, c'est impossible. La réalité est beaucoup trop complexe pour ça. Lénine dit, vouloir trouver une recette, une règle générale pour tous les cas est absurde. Plutôt que de le paraphraser, je vais vous lire ce qui est sûrement son meilleur texte pour que vous compreniez bien tout ça. Imaginez-vous que votre automobile soit arrêtée par des bandits armés. Vous leur donnez votre argent, votre passeport, votre revolver, votre auto. Vous vous débarrassez ainsi de l'agréable voisinage des bandits. C'est là un compromis, à n'en pas douter. Je te donne mon argent, mes armes, mon auto, pour que tu me donnes la possibilité de me retirer sain et sauf. Mais on trouverait difficilement un homme, à moins qu'il n'ait perdu la raison, pour déclarer pareil compromis inadmissible en principe, ou pour dénoncer celui qui l'a conclu comme complice des bandits. Notre compromis avec les bandits de l'impérialisme allemand a été analogue à celui-là. Mais lorsque les mencheviks et les socialistes révolutionnaires ont conclu en 1914-1918 et en 1918-1920 contre le prolétariat révolutionnaire de leurs pays respectifs, des compromis avec les bandits de leur propre bourgeoisie et parfois de la bourgeoisie alliée, tous ces messieurs se comportaient en complices du banditisme. La conclusion est claire, rejeter les compromis en principe, nier la légitimité des compromis en général, quels qu'ils soient, c'est un enfantillage qu'il est même difficile de prendre au sérieux. L'homme politique désireux d'être utile au prolétariat révolutionnaire doit savoir discerner les cas concrets où les compromis sont inadmissibles, où ils expriment l'opportunisme et la trahison, et diriger contre ces compromis concrets tout le tranchant de sa critique, les dénoncer implacablement, leur déclarer une guerre irréconciliable, sans permettre aux vieux routiers du socialisme d'affaires ni aux jésuites parlementaires de se dérober, d'échapper par des dissertations sur les compromis en général à la responsabilité qui leur incombe. Il y a compromis et compromis. Il faut savoir analyser la situation et les conditions concrètes de chaque compromis ou de chaque variété de compromis. Il faut apprendre à distinguer entre l'homme qui a donné aux bandits de l'argent et des armes pour diminuer le mal causé par ces bandits et faciliter leur capture et leur exécution, et l'homme qui donne aux bandits de l'argent et des armes afin de participer au partage de leur butin. En politique, la chose est loin d'être aussi facile que dans mon exemple d'une simplicité enfantine. Mais celui qui s'aviserait d'imaginer pour les ouvriers une recette offrant d'avance des solutions toutes prêtes pour toutes les circonstances de la vie, ou qui assurerait que dans la politique du prolétariat révolutionnaire, il ne se rencontrera jamais de difficultés ni de situations embrouillées, celui-là ne serait qu'un charlatan. En gros, ce qu'il dit, c'est que devant un choix politique, il y a 2 postures à éviter. Le refus de tout compromis en principe, c'est l'attitude gauchiste, qui va consister à refuser tout débat, à refuser par exemple toujours d'aller voter, l'attitude anarchiste, à toujours refuser de parler d'un certain thème par exemple. Et puis il y a la posture inverse qui consiste à accepter un compromis qui nous éloigne de notre objectif et qui est en fait une trahison, un opportunisme. Lénine il appelle ça un social traître. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Syrah, bonsoir. La nomination d'Emmanuel Macron à l'économie, l'industrie et le numérique, c'est une surprise. Donc si on adapte ça pour ce qui est de débattre avec l'extrême droite comme l'a fait Mélenchon, il ne s'agit pas de dire il faudrait jamais débattre avec l'extrême droite ou toujours débattre avec l'extrême droite. En fait, ce que dit Lénine, c'est qu'il faut juste s'adapter à la situation. Si on vous propose un débat avec quelqu'un qui est inconnu, ou vous ne maîtrisez pas les règles, ou vous ne connaissez pas trop le sujet, ben vous n'avez aucun intérêt à y aller parce que vous alliez médiatiser la personne, vous pouvez perdre le débat parce qu'on ne vous donne pas de temps de parole, le sujet ne vous convient pas, des choses comme ça. Mais si au contraire on vous propose un débat contre quelqu'un d'extrême droite qui est plutôt bien vu par la population, qui est connu, que c'est sur un plateau où il y aura des règles, que vous pouvez connaître le sujet, donc savoir que vous maîtrisez bien le sujet, ben à ce moment-là, c'est un devoir d'y aller parce que vous allez pouvoir convaincre, vous allez pouvoir ramener des gens qui suivaient cette personne vers la gauche, et ça vous fait une occasion de plus de faire grossir les rangs. Aujourd'hui, on est plutôt dans le deuxième cas. Il me semble que l'extrême droite est plutôt bien vue par une partie de la population. C'est pas comme après la Seconde Guerre mondiale où c'était quasiment impossible de se revendiquer d'extrême droite ou du nazisme ou du fascisme. Au contraire, c'est la gauche qui est plutôt dans une situation défavorable. Donc, refuser d'aller débattre avec quelqu'un qui est suivi par des millions de personnes dans un débat réglo, juste par pureté morale, en fait, c'est contre-productif. D'autant que lorsqu'on est absent, on a toujours tort et l'adversaire peut nous caricaturer comme il le souhaite. CNews dit la gauche, c'est le wokisme, c'est les nouveaux fascistes. Tu viens pas à un débat en disant que tu veux pas débattre avec l'extrême droite ou avec Éric Zemmour,
tu confirmes un peu ce qu'ils disent parce que tu passes pour quelqu'un de sectaire. Et au niveau national, cette stratégie dure depuis des décennies et aboutit à rester dans un entre-soi confortable et à bien faire comprendre à 30-35% de la population qu'on veut plus leur parler et puis qu'on n'a pas forcément envie qu'ils nous rejoignent. Donc voilà, je pense que Jean-Luc Mélenchon a très bien fait d'aller débattre avec Éric Zemmour et que c'est une voie à suivre. Et quand Roussel vient faire le gauchiste en expliquant qu'il ne l'aurait pas fait, eh ben on a du mal à comprendre parce qu'en plus Roussel, il est bien moins connu que Jean-Luc Mélenchon et qu'Éric Zemmour. Et il a tout un gagné dans un débat avec Éric Zemmour parce que s'il arrive à en placer une ou deux, il peut rallier des milliers de personnes à sa cause. Au niveau de la question des thèmes soi-disant d'extrême droite que la France Insoumise et consorts reprochent à Roussel, ben c'est pareil. Si on suit ce que dit Lénine, il ne faut pas toujours en parler, c'est pas toujours bon d'en parler, mais il faut s'adapter aux situations et des fois c'est bon d'en parler. Par exemple, si vous avez un sujet qui est à moitié complotiste, auquel vous connaissez rien, ça n'a aucun intérêt d'en parler, vous allez le médiatiser, etc. Mais si ces thèmes ont de l'importance pour une bonne partie de la population et que vous pouvez apporter des réflexions qui rallient des gens à vous, il faut en parler. Il faut comprendre que les gauchistes qui rejettent ce sujet, ils rejettent un sujet auquel 9 Français sur 10 sont attachés et veulent le protéger. Au niveau de la stratégie politique, c'est une catastrophe. On dit à 9 Français sur 10, tu vois le truc dont tu es fier là ? Bah, en fait c'est un truc d'extrême droite. L'attitude gauchiste ici, c'est un énorme cadeau à la droite. Et puis c'est débile au fond parce que la gastronomie française, c'est ni de droite ni de gauche. Quand Roussel dit qu'il faudrait que les pauvres aient plus accès à la gastronomie française parce que c'est devenu élitiste, en fait c'est plutôt de gauche. Et c'est pareil sur plein de sujets que les gauchistes considèrent comme tabous. Par exemple, la lutte contre l'insécurité, il y a des sondages qui ont montré que 86% des Français pensaient que ce serait un thème central pour les élections 2022. Donc commencer à dire la lutte contre l'insécurité, c'est d'extrême droite, nous on n'en parlera pas, c'est appeler une bonne partie des gens à voter à l'extrême droite. Pourtant, si on relie l'insécurité à la précarité, à la ghettoisation, au chômage de masse, au manque de moyens alloués aux communes ou aux services publics, au manque de moyens dans l'hôpital, les écoles, la police, eh ben on tient un discours qui est plutôt de gauche. Parce que tout le monde est capable de comprendre qu'on ne fait pas des braquages à main armée ou du deal quand on a une vie stable, avec un boulot, avec une maison, alors que quand on est dans un HLM à 8, dans un truc insalubre et qu'on est au chômage, eh ben on a plus tendance à faire de la merde. Donc on voit bien que la lutte contre l'insécurité, c'est pas en soi de droite ou en soi de gauche. En fait, on peut avoir un avis de droite, un avis de gauche dessus. Donc au lieu d'essentialiser les gens pour qui ce thème est important en les traitant de fachos, faut mieux essayer de leur apporter des solutions de gauche, même si ça leur convient pas, et pas leur dire de toute façon ce sera forcément l'extrême droite si vous vous intéressez à ça. Encore une fois, ici, l'attitude gauchiste, c'est un énorme cadeau à la droite qui n'a plus qu'à tirer les marrons du feu avec des discours démagogues. C'est pour ça qu'il faut l'abandonner, tout comme on a abandonné le discours social traite après l'ultime trahison du quinquennat Hollande. Et le problème, justement, c'est que je pense qu'après cette trahison, les militants sincères, parce qu'il y en a qui sont partis avec Macron, mais je pense pas que c'était des militants de gauche sincères, mais les militants sincères, ils se sont dit, plus jamais de trahison, plus jamais ça, plus jamais de compromis, et puis ça, en fait, ça se rapproche du gauchisme. Et donc, on s'est retrouvé avec la moitié de la gauche partie avec Macron et la moitié de la gauche qui s'est renfermée sur elle-même encore plus. Sauf qu'en fait, comme le montre Lénine, les deux postures sont délétères pour la gauche. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gauchistes qui vont aller taguer les locaux du PCF, et ils ont l'air de penser qu'au fond, le problème, c'est pas tant que la gauche fasse 32% des voix dans un pays qui est ultra à l'extrême droite, mais que c'est plutôt, en fait, que les 32% des voix ne soient pas allées à Mélenchon pour qu'il aille se faire rétamer au deuxième tour par Macron et sa horde de castors boomers. Parce qu'évidemment, Jean-Luc Mélenchon, c'est la réincarnation de Fidel Castro islamiste, tout le monde le sait. Alors comment on fait pour s'en sortir et reconstruire un camp progressiste populaire le plus large possible ? Comment on fait pour associer à la fois les petits bourgeois intellectuels, les étudiants, les banlieues qui votent Jean-Luc Mélenchon, et puis les employés, les ouvriers et la campagne qui votent Marine Le Pen ? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est urgent de rejeter le gauchisme comme on a rejeté la traîtrise et l'opportunisme. La moitié du boulot est fait, le gauchisme est une maladie infantile et on ne reste pas enfant toute sa vie. Pour vaincre le gauchisme, il faut renouer avec la grande tradition rationaliste de la gauche qui consiste justement à faire des débats et à les gagner. Car si la gauche a pu s'imposer, faire la Révolution française, fonder la République, la Commune, faire l'école gratuite, laïque et obligatoire, les congés payés, le droit de vote des femmes, les retraites par répartition, la sécurité sociale, eh bien c'est parce qu'elle arrivait à allier à la fois le mouvement social dans la pratique réelle, les grèves, les syndicats, et puis aussi elle arrivait à gagner les débats politiques et philosophiques. C'est comme ça que les progressistes ont acquis ce que Gramsci nomme l'hégémonie culturelle. C'est pas en refusant le débat et en disant qu'il y a des sujets dont ils vont pas parler parce qu'ils sont de droite. Sans cette domination du débat, sans cette conquête de l'hégémonie culturelle, la stratégie de la gauche est vouée à l'échec. Parce qu'imaginons, coup de bol, dimanche, c'était Mélenchon qui gagnait le premier tour, et puis il gagnait le deuxième tour, on sait pas trop comment, parce que Macron, il prend d'autres affaires au cul. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Je pense que Lordon l'explique assez bien.
Ce qui se passe, c'est que le gouvernement est torché en 2 semaines. Pour une raison extrêmement simple, c'est que les forces les plus colossales du capital et du capitalisme se déchaîneraient contre lui, à commencer par les forces du capitalisme financier. Si vous voulez, les marchés financiers fixeraient les taux d'intérêt à un niveau qui mettrait la politique économique de Mélenchon échec et mat, avant même qu'il pose une fesse dans son fauteuil. Ce qui se passe, c'est que Mélenchon, il a tous les médias, les marchés et l'Union européenne contre lui. Donc il peut avoir le meilleur programme du monde, il peut avoir la meilleure volonté du monde, va forcément y avoir des moments où ça va être compliqué, où il y aura peut-être des pénuries, où il y aura un coût de la vie qui sera cher. Ce ne sera pas de sa faute à lui, mais ce sera de la faute des résistances de la bourgeoisie qui vont se mettre contre lui. À ce moment-là, si on n'a pas l'hégémonie culturelle, si on n'a pas la conscience que ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'il fallait faire et que de toute façon on va en passer par là, s'il n'y a pas des millions de personnes dans les rues pour soutenir Mélenchon, comme on peut le voir parfois à Cuba pour soutenir le gouvernement, et bien Mélenchon, son projet, il va finir comme Tsipras ou comme Mitterrand en 1983. Et avec lui, la gauche sera discréditée pour un bon bout de temps. Donc aujourd'hui, c'est un devoir pour toute personne qui veut voir la gauche triompher un jour de militer dans la vie réelle, militer aussi sur Internet, en faisant du contenu, d'aller au débat et de montrer que nos idées, c'est celles qui sont raisonnables. Et il y a de l'espoir parce que ceux qui votent Macron, c'est souvent des retraités qui sont biberonnés à BFM TV, et les jeunes, ceux qui vont voter demain, ils ont plus tendance déjà à être progressistes, et en plus de ça, à être touchés par des médias sur Internet qui ne sont pas forcément contrôlés par le système en place, ou à pouvoir parler à des militants dans la vie réelle. Et donc on peut passer par-dessus cette idéologie dominante actuelle. C'est comme ça qu'on fera monter le niveau de conscience et d'organisation, et pour reprendre la métaphore de Mélenchon, c'est comme ça qu'on remontera le rocher de Sisyphe. Allez, au boulot, on va faire mieux.